Il existe des instants, presque anodins, qui divisent une vie en deux, avant et après. C'était un matin d'avril doux et lumineux à Lyon. Le soleil caressait les carreaux de la cuisine où flottait une odeur de beurre fondu et de pâte sucrée. Camille, 6 ans, était allongée sur le canapé, serrant son vieux doudou Gaston contre elle. Comme chaque dimanche, la mélodie familière de sa mère fredonnant une chanson oubliée berçait la maison. Et dans la cuisine, son père Étienne préparait ses fameuses crêpes du dimanche, toujours en forme de visage rigolo. Camille, princesse, viens m'aider à retourner ce chef-d'œuvre, lança Étienne avec un clin d'œil malicieux, agitant sa spatule comme une baguette magique. Camille accourut, les pieds nus frôlant le carrelage froid, abandonnant Gaston dans un coin. Elle arriva juste à temps pour voir son père ajouter 2 tranches de pommes pour les yeux, une banane pour la bouche. Elle éclata de rire. Mais ensuite, le monde bascula. La spatule tomba. Un bruit sec, métallique. Le visage de son père se crispa. Sa main droite se plaqua sur sa poitrine. Ses yeux croisèrent ceux de Camille. Pas de douleur, non. Mais une tristesse silencieuse, presque une excuse muette. « Papa » chuchota-t-elle, pétrifiée. Le cri de sa mère brisa le silence. Un verre se fracassa. Puis, le hurlement strident d'une sirène. Tout devint flou. Les lumières blafardes de l'hôpital, l'odeur antiseptique, le silence glacé de sa mère au regard vide. Et le vide, un vide immense dans une maison soudainement trop grande, trop silencieuse. Ce matin-là, quelque chose s'était brisé chez Camille, définitivement. On n'est jamais tout à fait prêt à accueillir quelqu'un de nouveau, quand la douleur ancienne est encore à table. 1 an à peine après les funérailles d'Étienne, la mère de Camille recommença à sourire. Pas le vrai sourire, non, un sourire d'essai, mal ajusté, comme une robe empruntée à une autre époque. Camille avait 7 ans. Elle observait sa mère se coiffer avec soin, appliquer du rouge à lèvres, sortir chaque jeudi soir avec un regard qu'elle ne comprenait pas encore. « Groupe de soutien », disait-elle simplement. Et Camille hochait la tête. C'était devenu sa manière d'exister, en silence. Un soir de septembre, elle revint accompagnée d'un homme. Il s'appelait Laurent. Il ne ressemblait pas aux hommes des histoires. Pas de blagues forcées, pas de voix tonitruante. Juste un regard doux et une phrase. « Bonjour Camille. Est-ce que ton papa t'a déjà parlé des étoiles ?» Elle ne répondit pas. Mais plus tard, ce soir-là, il l'invita sur la terrasse. Le ciel était clair et sa voix basse lui parlait de constellations et de mystères. Et étrangement, Camille écouta. Quelques mois plus tard, sa mère épousa Laurent. Il emménagea dans leur maison. Camille n'était pas contre. Mais quelque chose en elle refusait encore de bouger. Étienne était toujours là, dans les silences, dans l'odeur des crêpes disparues, dans les gestes que sa mère n'avait plus. Puis un jour, la nouvelle tomba comme une pièce sur le carrelage. « Tu vas avoir un petit frère. » Sa mère avait les yeux brillants, la main posée sur son ventre. Camille hocha la tête, mais dans son cœur, un murmure. « Et moi, où vais-je me mettre maintenant ?» On ne crie pas quand on est oublié. On rétrécit, petit à petit, jusqu'à disparaître. Léo est né un matin gris de janvier, alors que les branches étaient nues et que le ciel semblait figé dans un éternel silence. Camille, emmitouflée dans son manteau trop grand, attendait avec Laurent dans le couloir de la maternité. Derrière la vitre, sa mère tenait Léo dans ses bras.
et dans son regard, Camille vit quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Une tendresse inédite, brûlante, exclusive. Depuis ce jour-là, la maison tourna autour d'un seul nom, Léo. Les couches, les pleurs, les biberons, les soupirs, les chansons, tout lui appartenait. Sa mère ne chantonnait plus en faisant la vaisselle. Elle ne lisait plus d'histoires avant le coucher. Elle ne regardait plus Camille. Camille, du haut de ses 8 ans, commença à préparer ses propres repas. Quand elle n'oubliait pas. Et quand elle oubliait, elle passait la pause déjeuner à l'école à observer les autres enfants sortir leurs sandwichs préparés avec soin. Un jour, sa mère lança, sans la regarder. « Camille, sois gentille. Range la chambre de Léo. J'ai trop de choses à faire. » Puis un autre jour. Puis tous les jours. Elle n'était plus la petite fille de quelqu'un. Juste un mouvement discret entre les murs. Une présence sans nom. Et dans ce vide grandissant, Camille apprit à se taire. Parce que même le silence, dans cette maison-là, avait été colonisé par Léo. Ce n'est pas toujours celui qui te prend dans ses bras qui te sauve. Parfois, c'est juste celui qui reste, en silence, quand tout le monde t'oublie. Dans l'univers de Camille, de plus en plus réduit au rythme des cris de Léo et des soupirs maternels, une seule silhouette restait stable, immobile, présente. Laurent. Il ne posait jamais la question piège « Ça va ?» Il savait. Il savait que certains silences valent mieux que les phrases bienveillantes. Alors, chaque lundi et vendredi soir, il l'accompagnait au judo. Toujours assis au fond de la salle, un livre ouvert qu'il ne lisait jamais, les yeux fixés sur elle, sur cet enfant qui tombait, se relevait, tombait encore. Et à chaque chute, Camille cherchait son regard. Et il était là, il hochait doucement la tête. « Tu y arrives, continue. » À la maison, quand sa mère était absorbée par les pleurs de Léo, c'est Laurent qui s'asseyait à côté d'elle, qui lui montrait comment poser une division. Il ne corrigeait pas avec agacement, il guidait, doucement. « Tu veux essayer une autre fois ? Regarde bien, on y est presque. » Un soir, après un passage de grade, elle rentra avec une ceinture orange nouée maladroitement autour de la taille. Sa mère, absorbée, lança un simple « Pose-la là, je change Léo ». Laurent, lui, ouvrit le frigo, sortit 2 canettes de citronnade, la boisson préférée de Camille, et trinqua avec elle comme si elle venait de gravir une montagne. Elle ne dit pas merci, mais dans ses yeux, dans son silence, dans la façon dont elle posa sa tête sur son épaule ce soir-là, il y avait tout. Il comprit. Et elle, peut-être pour la première fois, se sentit vue. Certains ne partent pas avec des mots. Ils s'éteignent dans le regard. Au début, ce n'étaient que des remarques discrètes. « Sarah, il faut que Léo apprenne à manger seul », soufflait Laurent un soir, alors qu'elle le nourrissait à la cuillère, bien qu'il ait déjà 4 ans passés. Elle releva brusquement la tête. « Tu me critiques maintenant ?» Laurent ne répondit pas. Il connaissait déjà ce ton, ce regard, celui qui transforme chaque mot en attaque. Camille, assise en face, gardait les yeux baissés sur sa soupe tiède, les jambes repliées sous la table. Elle écoutait les phrases qui flottaient dans l'air comme des balles molles. Les disputes devinrent plus fréquentes, toujours les mêmes mots, les mêmes silences blessés. « Tu as 2 enfants, Sarah, pas un seul, et un mari aussi. Je ne peux plus continuer à être invisible, » disait-il doucement. Mais Sarah n'entendait rien d'autre que ce qu'elle craignait, qu'on ne veuille pas de Léo. « Tu n'es pas son père, » trancha-t-elle sèchement, et Camille vit pour la première fois le regard de Laurent se perdre ailleurs. Cette nuit-là, réveillée par la soif, Camille traversa le couloir. Dans le salon plongé dans la pénombre,
elle vit Laurent assis seul sur le canapé. 2 tasses étaient posées sur la table. L'une fumait encore, l'autre était vide depuis longtemps. Il ne pleurait pas, il ne bougeait pas. Son corps entier semblait suspendu entre 2 mondes, celui où il espérait encore et celui où il savait qu'il n'avait plus sa place. Ce ne sont pas les cris, mais la résignation silencieuse qui finit par briser une maison. Léo grandissait, 8, 9, 10 ans. Mais aux yeux de sa mère, il restait ce petit garçon fragile qu'il fallait protéger à tout prix. Sa chambre ressemblait à un champ de bataille. Des livres jetés au sol, des jouets oubliés, des vêtements roulés en boule. Quand Laurent osait évoquer la nécessité d'un peu d'ordre, Sarah réagissait aussitôt. « Mais enfin, c'est un enfant. Tu veux qu'il soit parfait ?» Camille, elle, recevait les consignes. « Sois gentille, va ranger la chambre de ton frère. Maman est fatiguée. » Elle obéissait, non pas par envie, mais par usure. À force, elle avait appris que dans cette maison, faire du bruit ne servait à rien. Léo ne faisait pas ses devoirs. Léo cassait des objets. Léo hurlait sur Camille pour un bouton mal appuyé sur la télécommande. Et sa mère ? Il ne l'a pas fait exprès. Tu sais qu'il est sensible. Camille comprit peu à peu. Son silence était attendu. L'indiscipline de Léo, elle, était tolérée. Laurent tentait encore, par petits gestes, par discussions calmes. Mais Camille voyait son dos se courber un peu plus chaque jour. Il passait plus de temps seul sur la terrasse, la tête dans les mains. Les repas devenaient silencieux, et Camille, malgré son jeune âge, sentait que quelque chose s'effondrait, lentement, silencieusement, comme un mur qui se fissure dans le noir, sans que personne n'ose allumer la lumière. On ne part pas toujours par colère. Parfois, on s'en va simplement pour respirer. Camille fut acceptée à l'université d'Aix-Marseille avec une petite bourse et une vieille valise que Laurent avait descendue du grenier et nettoyée sans un mot. Ce matin-là, le ciel était neutre, suspendu entre 2 saisons. Sa mère, occupée à accompagner Léo à un cours d'art plastique, s'excusa vaguement. « Il stresse quand je ne suis pas là. Tu comprends, non ?» C'était donc Laurent qui l'emmena. Sur la route, peu de mots, mais une présence solide, paisible, comme une main posée doucement dans le dos. Arrivé devant la résidence universitaire, il porta les bagages jusqu'à la chambre. Avant de partir, il sortit un petit paquet de son manteau, quelques livres et une lettre écrite à la main. « Camille, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour être aimé. Mais si un jour tu veux devenir quelqu'un, fais-le pour toi-même. » La porte se referma derrière lui. Camille resta debout un long moment. Puis elle ouvrit la fenêtre. Dehors, la ville inconnue s'étendait, vibrante et lointaine. Le vent lui caressa les joues. Ce n'était pas de la peur, c'était autre chose, quelque chose de silencieux, mais immense. Peut-être la liberté. Il y a ceux qui gravissent chaque marche, et ceux qui restent allongés, appelant cela une vie. À Aix-en-Provence, Camille avançait. Des cours, un emploi à la bibliothèque universitaire, un stage d'été dans une petite agence d'architecture. Elle partageait un studio avec 2 colocataires, cuisinait rarement, comptait chaque euro. Mais elle vivait. Chaque matin, en sortant, elle levait les yeux vers le ciel clair du sud et se murmurait « Tu es là, Camille, tu avances, c'est ta route. » À Paris, Léo stagnait. Il avait abandonné le lycée, testé quelques formations sans jamais les terminer. Ses journées se résumaient à des jeux vidéo, des siestes interminables, des repas livrés
et des messages envoyés à sa mère. « J'ai besoin d'argent, c'est urgent ». Camille n'apprenait ces nouvelles que par bribes, lors de ses rares appels avec sa mère, toujours entre deux soupirs. « Je suis épuisée, mais Léo a besoin de moi. Il est si sensible. » Laurent, lui, appelait parfois en cachette, une voix fatiguée mais lucide. Léo pourrait faire mieux, mais Sarah ne veut pas qu'il change. Elle a besoin de le protéger. C'est devenu sa raison d'exister. Camille n'ajoutait rien. Elle comprenait. Comprenait que dans une réalité parallèle, là où l'amour devient prétexte, Léo n'était pas un homme. Il était une dépendance, une justification, un refuge pour une mère qui refusait de lâcher prise. Il y a des morts qui ne nous arrachent pas de larmes, mais qui nous ôtent le peu d'illusions qu'il nous restait. L'appel arriva un jeudi glacé de décembre. Camille venait de rentrer du travail quand le téléphone vibra. C'était sa mère. Une voix brisée, théâtrale. « Laurent, il s'est effondré sur le chantier. Un infarctus. Ils n'ont rien pu faire. » Elle resta figée dans le couloir, la main encore sur la poignée. Ce n'était pas de la douleur, c'était autre chose, comme si un dernier fil invisible venait de se rompre. Les funérailles eurent lieu 3 jours plus tard, dans une petite chapelle grise en périphérie de Paris. Le vent s'infiltrait sous les manteaux. Camille frissonnait, mais pas à cause du froid. Sarah, sa mère, pleurait bruyamment, trop fort, trop longtemps. Il était tout pour moi, on s'aimait tant. Camille, au fond de la salle, n'écoutait plus. Elle savait, ces larmes n'étaient pas pour l'homme disparu, elles étaient pour la pension, pour la sécurité envolée, pour ce pilier discret qu'on n'avait jamais vraiment regardé. Léo, lui, restait en retrait, les yeux vissés sur son portable. Il n'avait pas versé une larme. Et Camille, elle ne pleura pas non plus, mais quelque chose en elle s'éteignit doucement, définitivement, comme une porte qu'on referme, sans bruit, sans regret. Il y a des virements qu'on ne fait pas par amour, mais parce qu'on ne supporte pas de dire non. Camille mit en place un virement automatique de 1 400 € chaque mois, le 3, comme un rituel. Personne ne le demanda, personne ne dit merci, mais tout le monde l'attendait. C'était une somme qu'elle aurait pu consacrer à ses études, à un voyage qu'elle repoussait sans cesse, ou à un canapé qui ne grince pas. À la place, l'argent partait, silencieusement, avalé par un trou qu'elle ne voyait plus le fond. Sa mère envoyait parfois un message. « Merci ma chérie, Léo a besoin de nouveaux pinceaux. » Camille savait. Il n'y avait ni pinceau, ni tableau. Seulement des jeux, des soirées arrosées et des pizzas à 20 €. Léo ne parlait jamais. Il encaissait. Il existait. Sur le dos d'une sœur qu'il n'avait jamais vraiment vue. Camille se répétait. Au moins, ils ont un toit. Comme une prière, comme une excuse. Mais à chaque relevé de compte, un pincement. Pas pour l'argent, pour ce qu'il représentait. Une tentative désespérée de maintenir debout une maison déjà vide, avec de l'argent, un peu d'espoir et beaucoup de silence. Une maison ne pourrit pas seulement par ses murs, mais par ceux qui y vivent. À chaque visite, Camille constatait un peu plus l'effondrement silencieux de la maison de son enfance. La peinture s'écaillait sur la rambarde. Les fenêtres s'inclinaient dangereusement, prêtes à céder.
L'odeur de moisi s'installait dans les tapis. L'ampoule de la cuisine clignotait faiblement, comme à bout de souffle. Et puis, il y avait Clarisse. Elle semblait avoir toujours été là, allongée sur le canapé, les ongles longs et vernis, le portable scotché à la main. Une fille sans gêne, maquillée à outrance, qui grignotait les biscuits fins que Camille avait achetés pour sa mère. Léo, lui, n'avait pas changé. Toujours aussi amorphe, toujours à attendre que l'argent tombe, sans lever un doigt. « Clarisse habite ici ?» demanda un jour Camille à sa mère. Un sourire gêné. « Elle est gentille, tu sais. Léo a besoin de quelqu'un. » Gentille? Non. Clarisse n'était pas gentille. Elle était présente. Comme une plante envahissante, jolie de loin mais toxique de près. Camille balaya la pièce du regard. Les tableaux accrochés par Laurent avaient disparu. L'horloge qu'il réparait souvent s'était arrêtée, figée dans un temps qui n'était plus le leur. À la place, la voix saturée d'une chanson électro, un rire creux dans le couloir et un silence lourd, celui d'une maison qui ne ressemblait plus à rien, surtout pas à un foyer. Il suffit d'une seule phrase pour effacer toute une enfance. Pas besoin d'écrit, juste une vérité nue. Camille tomba sur le testament par hasard, un vieux classeur dans le bureau de Laurent. Elle cherchait une facture, elle trouva une trahison. Le document était clair, officiel, sans ambiguïté. Héritier unique, Léo. Pas une ligne sur Camille, pas une note, pas même un mot d'explication. Elle entra dans la cuisine, le papier à la main. Sa mère découpait des coupons de réduction, comme si le monde n'avait pas basculé. « Depuis quand ce testament existe-t-il » demanda Camille, la voix calme mais coupante. Sa mère hésita à peine. Elle replia sa page, sans lever les yeux. Depuis un moment. « Et tout va à Léo ?» Elle brandit le papier, les doigts tremblants, les yeux fixes. Alors sa mère leva enfin le regard. Elle ne sia pas. « Oui, je ne t'ai jamais aimé comme j'aime Léo. » Pas de colère, pas de justification, juste la vérité, crue, implacable. Camille ne répondit pas. Il n'y avait rien à ajouter. Cette phrase avait tout dit. Elle comprit que tous ses efforts, toutes ses espérances, toutes ses illusions venaient de s'effondrer. Elle n'était jamais vraiment leur fille, juste une présence utile, une carte bancaire, une bonne à tout faire. Ce jour-là, Camille ne quitta pas seulement la maison. Elle sortit d'un mensonge qu'elle avait appelé « famille ». On ne claque pas toujours une porte pour partir. Parfois, il suffit d'un clic et toute une vie s'efface. Camille rentra à Aix-Marseille par le dernier train. Le trajet semblait interminable. Pas à cause du temps, mais à cause du poids qu'elle portait. Pas de larmes, pas de colère, juste une fatigue vieille, enracinée. Une lassitude qui avait pris la forme d'un choix. Chez elle, elle retira son manteau, alluma son ordinateur. Le site bancaire s'ouvrit. Le virement automatique, en gras, 1 400 €. Maman. Elle le fixa un moment, pas par hésitation, mais pour dire adieu, une dernière fois, à l'enfant qu'elle avait été, celle qui attendait encore d'être aimée. Puis elle cliqua, annulé. Ensuite, elle prit son téléphone. 3 noms, maman, Léo, Clarisse. Bloqué, bloqué, bloqué. Pas de message d'explication, pas d'appel dramatique. Juste une femme, seule dans un petit appartement, posant la main sur sa poitrine, respirant profondément, pour la première fois, pour elle. La liberté ne fait pas toujours du bruit. Parfois, elle ressemble juste à un poids qu'on cesse enfin de porter. Camille se leva plus tôt que d'habitude, pas réveillée par une alarme,
mais par la lumière douce filtrant à travers ses nouveaux rideaux blancs. Elle ouvrit la fenêtre, inspira l'air frais du matin, chargé d'odeurs de pierres mouillées, de végétation et de calme. Son appartement faisait à peine 45 mètres carrés, mais tout y portait sa marque. Le tapis gris clair dans le coin lecture, la table en bois un peu éraflée, trouvée chez un artisan du coin. Chaque objet avait été choisi, par elle, pour elle. L'argent qu'elle envoyait autrefois, chaque mois, était devenu une mise de départ, un choix. Elle avait signé l'acte de vente sans trembler. Pour une fois, elle n'avait rien à prouver, juste à vivre. Les nuits étaient différentes maintenant. Le sommeil venait sans lutte. Il n'y avait plus de réveil brusque, plus de messages culpabilisants, plus de voix exigeantes. Le silence n'était plus vide, il était doux, plein. Un soir, en passant devant un chantier, elle aperçut une pancarte « Recrutement, aide-maçon, débutant accepté ». Elle sourit, pas de rancune, pas d'ironie, juste une femme qui avait cessé d'attendre et qui avançait enfin. Sa liberté ne criait pas, elle respirait.